Bonjour à tous, bienvenue au Muséum national d'histoire naturelle. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui, qui est une grande première car c'est la première fois que nous organisons un Laborigines au Muséum. Ce Laborigines, en fait, est né d'une rencontre avec Marodine Monchicourt qui a conçu ce nouveau format de médiation scientifique. Et il nous tenait à cœur au Jardin des Plantes de vous le proposer en écho à l'exposition Météorites entre ciel et terre. Cette performance est toujours un moment unique. Et voilà, on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Et je vais inviter Marie-Odile à nous rejoindre, qui va nous présenter nos invités aujourd'hui, que je remercie d'ores et déjà. Ils sont scientifiques, artistes, et ils vont nous emmener dans un univers incroyable. Et je vous souhaite de jolis rêves. Marie-Odile, c'est à toi. Donc cette météorite a été vue le 24 février dernier dans le nord de la France et en Belgique. Et on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. D'où ça vient? Où est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle est tombée sur la tête de quelqu'un? Est-ce qu'elle a fait mal à quelqu'un? Est-ce qu'elle a transpercé un plafond, un toit? C'est déjà arrivé, vous savez. Alors, en fait, ce sont des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre nous-mêmes tout de suite. Mais il y a des chercheurs quand même qui essayent évidemment d'y répondre. Et j'appelle tout de suite Brigitte Zanda. Bonjour Brigitte. Bonjour Marie-Odile. Alors vous êtes météoritologue, ici au Muséum national d'histoire naturelle, une grande spécialiste des météorites. Vous venez armée d'un appareil qui ressemble à quoi? Tu te demandais comment on a vu cet objet, c'est qu'en fait on a des caméras. Comment on l'a photographié? Voilà, comme il n'y a plus de gens dehors pour voir tomber les objets, on a eu l'idée de remplacer ces personnes par des caméras qui sont installées, qui surveillent le ciel en permanence. Il y en a combien? Il y en a une centaine en France et puis il y en a d'autres. Un petit peu maintenant, ça commence à s'étendre en Europe. Et celle qu'on a vue tout à l'heure, par exemple, le film qu'on a vu a été pris par une caméra comme celle-ci, mais qui se trouve à Bruxelles. Donc là, par exemple, tu l'as fait marcher. Elle filme. Tu peux filmer la salle, par exemple? Cette caméra, elle filme sur un angle de 360 degrés. Donc s'il y en a qui gigotent dans la salle, là, levez le bras. Voilà. Regardez, est-ce que vous vous voyez en train de lever le bras? Oui. On se voit dedans. Donc cette caméra, elle voit tout le ciel, tout ce qui lui passe au-dessus, mais aussi tout ce qu'il y a sur les côtés. Mais évidemment, plus c'est haut dans le ciel, et mieux on voit, et plus la trajectoire est précise, parce que sur le côté, il y a des aberrations, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de caméras. Et donc on en a mis 100 en France, elles sont distantes à peu près entre 60 et 100 km, et elles surveillent le ciel en permanence. Oui, parce qu'il y en avait une autre qui avait été photographiée, enfin filmée, un mois avant. Oui, il y en a tout le temps, en fait, on en voit tout le temps, mais des gros objets comme celle qui a été filmée par Bruxelles, qui sont susceptibles de lâcher effectivement une météorite au sol, ça c'est beaucoup plus rare. Et pour celle de Bruxelles, en ce moment même, à l'Observatoire de Paris, on est en train de faire les calculs pour savoir si l'objet est allé suffisamment profondément dans l'atmosphère, c'est-à-dire si on le voit suffisamment bas, il y a des chances qu'il y ait un objet, c'est-à-dire une météorite qui soit tombée au sol. Alors, elles ne tombent pas toutes au sol. Il y a beaucoup d'objets. Les petites étoiles filantes, c'est la même chose, sauf que la poussière, elle est volatilisée dans l'atmosphère, elle n'atteint pas le sol. C'est un petit grain de sable en général. Oh, c'est pas si petit que ça quand ça rentre. Ça peut faire une étoile filante avec un objet qui fait 1 cm, 2 cm. Ça peut faire une étoile filante parce que l'atmosphère fait 100 km à peu près d'épaisseur. Donc atteindre le sol, c'est quand même assez difficile parce que les objets sont surchauffés et par l'air et ça va abraser leur surface, ça va les enlever, ils vont diminuer petit à petit. Alors, la question est que quand il y en a une grosse comme ça qui traverse
l'atmosphère, ça fait cette espèce de boule de feu qu'on a vue. Mais est-ce que ça tombe toujours par terre, ou est-ce qu'elles explosent en vol, ou qu'est-ce qui se passe? Les deux, mon capitaine. En fait, il y en a beaucoup qui explosent parce qu'en fait, elles vont se fracasser contre l'atmosphère qui va leur apparaître extrêmement dense, donc elles vont se casser en morceaux. Et chacun de ces morceaux peut être ou volatilisé dans l'atmosphère ou finir sa course jusqu'au sol s'il est suffisamment gros. Alors, quand il y en a une qui tombe, vous savez si elle a atteint le sol ou pas? C'est l'objectif de ce réseau, en fait, c'est qu'on va photographier ou filmer comme ça les trajectoires depuis plusieurs caméras. Donc on va pouvoir reconstituer cette trajectoire dans la portion où elle est visible, c'est-à-dire à peu près 100 km d'altitude jusqu'à 20 km d'altitude. Puis après, une fois qu'on a ce segment, enfin cette portion de la courbe, on peut la reconstituer vers l'arrière. Donc on va essayer de savoir quels sont les objets qui nous arrosent, qu'on a des idées là-dessus, on va en parler de ça tout à l'heure. Et puis bien sûr, on essaye de la prolonger vers le sol en tenant compte du vent le jour où ça tombe, parce que bien entendu, si un objet il est petit, il peut être déporté par le vent en altitude, et puis on essaye de dire où c'est tombé, et quand c'est tombé, on va pouvoir aller la chercher. Comment on cherche une météorite? Alors par le passé, c'était beaucoup les gens qui trouvaient les objets. À l'heure actuelle, c'est moins courant, les gens savent plus reconnaître ce genre d'objet. Donc on a créé un programme de sciences participatives ici au muséum qui s'appelle Vigiciel, et dans lequel on entraîne les gens à reconnaître les échantillons et à aller les chercher sur le terrain. Donc ils vont sur le terrain comme ça et... Seuls, c'est organisé, ils y vont en groupe, et puis on organise des recherches. Voilà, ici on a un time-lapse, c'est-à-dire une série de photos qui sont passées en accéléré, qui ont été faites par François, là, le responsable du réseau. Jean-François qui est dans la salle. Et puis ces gens-là, ils sont en train de chercher. Alors on leur avait caché une douzaine d'échantillons, et ils sont en train de les chercher. Ils en ont trouvé 10 sur les 12 en quelques heures. Ah, c'est extraordinaire, ça. Bon, évidemment, on a envie d'en savoir plus. Alors, je vous invite à prendre la place ici, Brigitte, et puis tout de suite, j'appelle Emmanuel Jacquet. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous êtes cosmochimiste, hein? C'est comme ça qu'on dit, cosmochimiste? Oui. Enfin, c'est un synonyme, en fait, de météoritologue, mais oui. C'est-à-dire que vous vous intéressez évidemment aux météorites, mais à les analyser à l'intérieur. Exactement, les analyses. Je fais aussi des modèles astrophysiques pour comprendre le contexte dans lequel ils sont formés. Bon, alors, vous êtes venu avec une jolie pierre. Là, j'imagine que c'est une météorite. Ah, on peut rien vous cacher, hein. Il y a une cohérence logique. C'est un morceau de la météorite d'Allende qui est tombé au Mexique en 69, mais c'est comme si elle venait de tomber, hein, toute fraîche. Ouais. Vous voyez? Alors si on veut voir de plus près, je crois qu'on a le dispositif pour. Eh oui, vous voyez. Ah oui, on la voit bien là. Donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que pour moi c'est un vulgaire caillou, hein. Je ne vais pas vous vexer, mais... Insulte à météorite en exercice ses fonctions. Non, on va vous détromper assez vite, regardez. Si vous regardez de près, vous voyez que la surface de la météorite est recouverte d'une croûte de fusion noire. Hein, tout le monde voit cette croûte de fusion. C'est bien plus foncé que certaines zones de l'intérieur, là, qui sont un peu ébréchées, qui sont un peu grisâtres. Et cette croûte de fusion est le résultat de la traversée atmosphérique. Vous avez vu les images de gros bolides bien lumineux, c'est des bolides à très haute température, à plusieurs milliers de degrés. Donc quand la météorite traverse l'atmosphère avec une aussi grande vitesse, toute la surface de la météorite est fondue et vaporisée, et ce qui reste de la météorite au sol garde une petite pellicule qui a été figée assez vite, c'est cette croûte de fusion. Et donc ça, c'est un de nos indices principaux pour reconnaître une météorite comme telle. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire de plus? Il y a, je sais pas, dans sa couleur, ou je sais pas, vous pouvez déjà prévoir le type de météorite que c'est? Eh bien, dans le cas présent, la couleur de l'intérieur de la météorite, donc par exemple si on regarde ici, c'est une couleur assez grisâtre, assez noire, et ça c'est typique de ce qu'on appelle les chondrites carbonées. Et ça, dans le monde des météorites, c'est vraiment les météorites considérées comme les plus primitives, donc qui nous donnent le plus d'informations. Je voudrais savoir, Emmanuel, depuis quand vous avez cette passion pour les météorites? Ah ça date pas d'hier, ça date de quand j'avais 9 ans. Ah bah oui, il faut bien commencer assez tôt, hein. Depuis des temps encore plus immémoriaux, je m'intéressais à l'espace, parce que l'espace, quoi, moi j'ai pas besoin de démontrer, hein, et les minéraux.
c'est joli, pierres précieuses, etc. Donc les météorites, qui sont des messagers minéraux de l'espace, qui sont à l'intersection de ces deux disciplines, c'est forcément le must, n'est-ce pas? Et donc si c'est vraiment la passion, c'est vraiment matérialisé, quand j'ai reçu à Noël, quand j'avais 9 ans, ma première météorite, je m'en souviens, elle a 88 grammes, elle était métallique, elle n'était pas exactement comme celle-là. Et puis ce qui a un peu aggravé le virus... Mais à 9 ans, qu'est-ce qui vous a plu dans ce caillou Apparemment, c'était l'histoire qu'il y avait autour, en fait. Ah ben, le fait que c'est un caillou qui tombe du ciel. Voilà, c'est ça qui vous fascine, c'est que ça venait du ciel. Ben oui, ça me semble. Le caillou semble se défendre de lui-même, hein, si j'ose dire. On n'a presque pas besoin d'argumenter. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que l'année d'après, au muséum, il y a eu une exposition sur les météorites, organisée entre autres par Brigitte Zanda, qui trône déjà, là. Et donc, qui était l'exposition un peu prédécesseur de l'exposition qu'il y a maintenant. Et donc ça, évidemment, ça a aggravé les choses. Eh oui. Allez vous asseoir, hein. Allez vous reposer un peu déjà. Mais il n'y a pas que les météoroïtologues qui s'intéressent aux météorites. Il y a aussi des astrophysiciens, c'est-à-dire des gens qui étudient l'univers dans son ensemble. Et j'appelle tout de suite Jean-Pierre Bibring. Ah ben oui, si tu veux, oui, c'est une bonne idée. Tu es plein d'initiatives, Jean-Pierre, comme toujours. Non, ça ne la touche pas, touche à rien. Tu crois que ça marche? Ça marche. Bonjour Voilà. Marie-Odile. Bonjour Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale. D'Orsay. Pardon. C'est-à-dire que vous vous intéressez plus que ça. Vous travaillez beaucoup sur la fabrication, la conception d'appareils qu'on va mettre dans des sondes qui vont aller visiter non seulement des planètes pour étudier leur sol, mais même qui vont se poser quelquefois sur des tout petits objets, comme la comète de Tchouri, dont on a tellement parlé il y a 2 ans. Vous en étiez le chef de mission. Vous avez tremblé de tout votre corps quand vous avez vu atterrir enfin, Philae, cette petite caméra qui allait se poser sur la comète. C'était incroyable, cette mission. On peut l'applaudir parce que c'était une prouesse technologique extraordinaire. Oui, alors c'est vrai que dans l'astrophysique, il y a énormément de domaines. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir des objets qui leur tombent dessus, et on va en parler beaucoup. Tout ce qu'on a pu faire avec les météorites, c'est inimaginable. Mais il y a aussi, depuis donc, notre génération, la capacité d'envoyer des engins dans l'espace pour aller voir directement les autres mondes planétaires. Jusqu'à il y a peu de temps, le seul exemple de planète que l'on avait, c'était la nôtre, et donc on extrapolait de ce que l'on croyait être responsable de notre propre évolution, ce que devraient être les autres mondes. Et puis maintenant, on a la capacité d'aller les voir. Et donc, c'est une science très récente, hein, c'est de notre génération. J'ai fait partie de ceux qui ont vu le démarrage de l'exploration spatiale. Beaucoup dans la salle l'ont vu. Pour les plus jeunes, c'est de la préhistoire, mais en fait, ce n'est pas de la préhistoire. On a eu la capacité d'aller fabriquer des instruments qui vont réellement aller ausculter tous ces mondes. Et donc, on a démarré une nouvelle discipline qui s'appelle l'astrophysique spatiale, où un certain nombre de gens, et en France, on est relativement bien lotis pour cela, on fabrique des instruments qui vont être mis sur des missions qui vont effectivement faire des mesures ailleurs dans l'espace. Et c'est comme ça qu'on a exploré à peu près toutes les grandes familles d'objets. Je reviendrai sur cette notion de famille qui n'est pas forcément très juste, mais on a envoyé des engins sur Mercure, sur Vénus, la Terre, Mars, les planètes géantes, et aussi... on commence à le faire sur ce qu'on croit être les corps parents de ces météorites. Ces météorites, si elles tombent du ciel, c'est pas du ciel comme ça, c'est d'objets qui sont dans le ciel. Et on essaye de savoir ce que sont ces objets-là. Et donc, il y a énormément d'informations que l'on peut avoir. Et lorsqu'on essaye d'avoir accès aux objets qui sont précisément les plus petits du système solaire, ce qui quelque part est le plus difficile, parce que pour aller viser un objet dont on sait tout juste où il est, mais on ne sait pas à quoi il ressemble, c'est bien sûr plus compliqué. Mais on a de bonnes raisons de penser que ces objets-là vont nous livrer des renseignements tout à fait particuliers, qui est que plus ces objets sont petits,
moins ils ont eu d'énergie pour se transformer. C'est-à-dire que les objets les plus petits, qui font quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, depuis qu'ils sont formés, je ne parle pas des gros qui se sont cassés, des objets qui sont formés comme tout petits et qui, pour des raisons liées à leur évolution, sont restés petits, eh bien ces objets-là, ils sont restés pendant toute l'histoire du système solaire, c'est-à-dire plus de 4,5 milliards d'années, à peu près comme ils étaient au démarrage. Et quand on a la chance d'avoir accès à ces objets-là, eh bien, on a une certaine vision de ce qu'a pu être le matériau et les processus à l'origine de notre système. Et donc, parmi tout ce qu'on essaie d'explorer, il y a entre autres ces objets-là, qui sont les petits corps du système solaire. C'est-à-dire les comètes, les, alors voilà, les astéroïdes. Voilà, on a classé au cours du temps les objets dans des grandes familles. Donc, on a la classe de ce qu'on appelle les astéroïdes, qui sont des petits corps entre l'orbite de Mars et de Jupiter, pour l'essentiel, qui certains d'entre eux, d'ailleurs, ont été évacués de cette zone-là et se retrouvent ailleurs dans le système solaire, mais c'est de là qu'ils sont partis. Et puis, il y a des objets qui sont formés encore plus loin, au-delà de l'orbite de Jupiter, et comme plus on est loin, plus il fait froid, ces objets-là sont progressivement de plus en plus riches de glace au pluriel, pas seulement de la glace d'eau, mais de la glace carbonique, etc. Et on a pris l'habitude d'appeler ça des comètes, non pas parce qu'ils ont de la glace d'ailleurs, mais parce que ces objets-là, quand ils se rapprochent du Soleil, la glace se sublime et ça donne cette forme très particulière d'une coma, ce qui veut dire atmosphère tout simplement en latin, et puis de grandes queues comme ça qui donnent cette forme que tout le monde a vue au moins, non pas dans les ciels, mais au moins sur des images. Et donc, depuis que le spatial existe, on a essayé d'avoir accès à ces objets-là eux-mêmes. Et l'une de ces très belles observations a été faite il y a très peu de temps avec la mission Rosetta, qui était presque une première. Quand on a conçu cette mission-là, il y a plus de 30 ans maintenant, le spatial en était vraiment à sa toute enfance, à sa jeunesse. On ne savait pas du tout ce qu'étaient ces objets-là, on ne savait même pas s'ils étaient brillants ou sombres, on ne savait pas ce qu'on allait rencontrer. Et donc, le défi que c'était de fabriquer un engin capable de se poser sur un objet dont on n'avait pas idée de ce à quoi il devait ressembler, mais peut-être que le plus grand défi, c'était pire que ça, c'est qu'il fallait fabriquer des instruments avec la technologie de l'époque, qui est une technologie d'il y a 30 ans, qui seraient capables de faire des mesures 30 ans plus tard, alors qu'on savait très bien que les questions elles-mêmes changeraient. Donc il fallait imaginer ce que seraient les nouvelles questions. On va en parler un petit peu puisqu'on aura un peu de temps aujourd'hui, mais les questions ont considérablement changé, en particulier la question de savoir ce qu'est le vivant, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que chez nous, pourquoi la Terre est tellement différente des autres planètes qui elles-mêmes sont différentes. Bref, l'astrophysique spatiale, c'est un monde dans lequel on a été capable, je crois, dans la diversité des travail, de modifier en profondeur des paradigmes importants, en particulier notre vision de ce qu'est la Terre. Alors, vous avez dépassé largement votre temps, pour commencer. La prochaine fois, ouais, ça... il faut me poser des questions plus courtes. Mais pourtant, j'ai envie de vous poser une autre question. Mais alors, vous faites un petit peu court, parce que vous aurez l'occasion d'y... J'ai compris le message. Voilà, bon. Vous êtes en train de travailler actuellement sur une mission qui est en train de se faire avec les Japonais. Oui. Vous pouvez m'en dire un mot? 2. Oh, ouais, pas 3. Le premier mot, c'est le nom de la mission. Elle s'appelle Hayabusa, qui veut dire faucon, c'est même faucon pèlerin, c'est ce qui va le plus vite en japonais. Donc vous avez appris un mot de japonais, Hayabusa. Après, on met un chiffre 2, parce qu'il y a déjà une première mission Hayabusa, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais cette mission, ce n'est pas qu'on est en train de la faire, c'est qu'elle est en train d'arriver. Elle est partie dans l'espace exactement au moment où Philae se posait, en 2014, en décembre 2014. Et elle a fait 4 ans, et elle arrive en ce moment tout près de sa cible. Et sa cible, c'est un tout petit corps, un astéroïde, plus petit encore que la comète Churyumov-Gerasimenko sur laquelle on s'est posé. Déjà, il n'était pas gros, cet objet-là, il faisait 4 km. Celui-là, il fait moins d'1 kilomètre. Et donc, c'est encore plus difficile d'y avoir accès. Mais pourquoi on veut aller sur cet objet-là? C'est que c'est effectivement un astéroïde, donc un tout petit corps, cher au Petit Prince, et qui est probablement exemplaire du corps parent de ce à quoi il vient de faire allusion, c'est-à-dire les chondrites carbonées, qui sont des météorites très particulières, qui sont sombres parce qu'elles ont justement beaucoup de carbone dedans, et encore des composés volatiles. Il y a de l'eau même dans ces comètes, vraisemblablement, dans ces objets-là, qui ne sont pas des comètes peut-être, mais des astéroïdes. Et donc on va se poser dessus pour la première fois. Et avec Hayabusa, on va inaugurer un tout autre type de mission, où pour la première fois, on va aller à la rencontre d'un objet comme ça, faire sa cartographie complète, poser un engin, je vais vous dire quand, et mesurer la composition au sol, et ensuite prélever des échantillons et les rapporter. C'est-à-dire que pour la première fois, on va rapporter des échantillons qui sont un peu équivalents à ce
on récupère lorsqu'une météorite tombe sur Terre, sauf que ça sera moins glorieux au niveau de la masse, il y aura moins de masse que dans une météorite, mais ce qu'il y aura de plus, c'est qu'on aura caractérisé sur place le matériau d'où vient cette météorite, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas été chauffée par l'atmosphère. Elle n'aura pas été chauffée par l'atmosphère, on saura exactement la composition de départ et on pourra faire la différence avec la composition d'arrivée. Eh bien, cette mission-là, qui est donc partie il y a 4 ans, c'est le 5 juillet de cette année, peut-être même le fin juin, que pour la première fois, on sera en rendez-vous avec cet objet, c'est-à-dire qu'on sera suffisamment prêt pour en faire toute sa topographie. On va découvrir cet objet-là, on n'a pas d'idée de ce à quoi il ressemble maintenant. Et en principe, un peu moins d'1 kilomètre au total, quelques centaines de mètres, c'est tout petit, malgré tout. Et si tout va bien, on se donne l'été pour le caractériser suffisamment pour choisir l'endroit où on va poser un engin qui sera plus petit que Philae. Philae, c'était 100 kg sur Terre. Celui-là, c'était que 10 kg. Il s'appelle Mascotte. Et on se pose en principe le 1er octobre. Donc, la première semaine d'octobre, si vous lisez bien votre presse, à condition que ce soit la bonne presse, on va trembler à votre vous saurez place. tout sur Mascotte. Oui, voilà. Merci, Jean-Pierre. L'histoire que l'on vous raconte, en fait, est une histoire qui se déroule dans une toute petite partie de notre univers. Elle part de la Terre. La Terre fait partie de ce qu'on appelle le système solaire. Autour du Soleil, il y a quelquefois 8, quelquefois 9, enfin ils ne sont pas toujours d'accord sur le nombre de planètes. Des grosses, des moins grosses. La Terre fait partie des petites planètes. Les plus grosses sont entourées de gaz, on ne peut pas s'y poser. Toutes ces planètes, dans l'ensemble, ont des satellites. Et tout ça dans un espace où circulent effectivement des comètes, des astéroïdes et autres objets. Mais le système solaire nous paraît immense, puisqu'il faut des années pour qu'une sonde puisse s'en échapper. Et finalement, le système solaire est tout petit quand on le met dans une galaxie. Cette galaxie compte environ 100 milliards d'étoiles, quelquefois plus, on dit plus, même, enfin, bref, un peu plus de 100 milliards, quoi. Et à pratiquement toutes ces étoiles ont des planètes qui tournent autour, c'est-à-dire que ce sont des milliards de systèmes solaires. Et on est en train de les découvrir et on s'aperçoit qu'il n'y a pas un seul système planétaire qui ressemble à un autre. Ce qui a été absolument bouleversant pour les scientifiques qui pensaient que tous les systèmes solaires, il y avait les petites planètes près de leur étoile et puis les grandes après. Eh ben non, pas du tout. Il y a quelquefois des grosses qui sont près de leur étoile et puis les petites qui sont ailleurs, on ne sait pas où. Ils sont tous différents. Et quand on quitte la galaxie, alors là, on découvre, mais alors là, une immensité qui n'est même pas calculable. Des milliards et des milliards de galaxies qui elles-mêmes comptent des milliards et des centaines de milliards d'étoiles. Et alors là, on ne peut plus rien se présenter. Et si on distribue toutes ces galaxies dans l'univers tout entier, on s'aperçoit qu'il fait à peu près 1,8 milliard d'années-lumière. 13 milliards, qu'est-ce que je dis ? Moi, je m'y perds. On ne peut que s'y perdre. On ne peut que s'y perdre. Vous savez la différence entre 1 milliard et 13 milliards, vous ? Non. Non. On ne peut pas se représenter des chiffres comme ça. Voilà, alors, je vous propose qu'on se balade dans cet univers.
Mabou et Clara. Cédric Perras au son. Chloé Champion à l'image. Et maintenant, je me retourne vers nos invités scientifiques. Je voudrais qu'ils m'expliquent ce que c'est qu'une étoile. Comme le Soleil. Une étoile ? Oui, c'est un réacteur nucléaire. C'est-à-dire que c'est un gigantesque système qui est en équilibre entre sa tendance à se contracter, à s'effondrer sur lui-même sous l'effet de sa propre gravité, et puis son rayonnement, cette énergie qu'il émet sous l'effet des réactions nucléaires qui se produisent en son sein et qui a tendance à se dilater. Et tant qu'il y aura du combustible au sein de cette étoile, au sein de notre Soleil, le Soleil va briller, transformer son hydrogène en hélium, fabriquer de l'hélium, et il va rester stable. Et ça fait déjà 4,5 milliards d'années qu'il fait ça. Il va continuer encore pendant 4,5 milliards d'années à faire ça. Et puis quand il n'y aura plus assez d'hydrogène au centre de cette étoile, il ne va pas pouvoir continuer, il va subir un certain nombre de réactions, il va commencer à se dilater, à se perdre un petit peu dans l'espace, il va englober la Terre, il va devenir une géante rouge, ça va être extrêmement inconfortable, mais on ne sera plus là, dans 4,5 milliards d'années, on peut penser qu'il n'y aura plus d'hommes sur la Terre, on aura tellement évolué qu'on sera extrêmement différent de ce qu'on est à l'heure actuelle, et donc le Soleil va se perdre dans l'immensité. C'est une relativement petite étoile qui ne va pas évoluer pendant très longtemps, enfin qui va évoluer quand même un certain temps, parce que plus les étoiles sont grosses et plus elles vont pouvoir aller loin dans ces réactions nucléaires, plus elles vont pouvoir fabriquer des éléments lourds et plus leur évolution va être rapide. Avec l'extrême, ce sont les très très grosses étoiles qui sont vraiment une flambée littéralement, c'est-à-dire qu'elles vont faire les réactions nucléaires très très vite les unes à la suite des autres, et elles vont aller jusqu'à la nucléosynthèse du fer, qui va former le centre de cette étoile, et à ce moment-là, elles vont être privées d'énergie, elles vont s'effondrer et elles vont exploser, c'est ce qu'on appelle une supernova. On a pu en observer une pas très loin de notre système solaire en 1987, on a pu voir tout ce processus vraiment en détail, et donc quand elles vont exploser, elles vont disséminer les éléments qu'elles ont fabriqués dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire. Et donc tous ces nouveaux noyaux et tous ces matériaux qui nous composent à l'heure actuelle, ce qui compose la Terre, les autres planètes, et puis nous-mêmes, les êtres vivants, ont été fabriqués comme ça dans des étoiles qui ont fini leur vie plus ou moins sobrement, pour certaines, de manière extrêmement brutale. C'est ça, donc toute cette matière est disséminée dans ce nuage interstellaire qu'on appelle aussi des nébuleuses. Et c'est à partir d'une telle nébuleuse que s'est fabriqué notre Soleil, Emmanuel. Exactement. Alors déjà, juste on peut récapituler qu'est-ce qu'on a dans ce milieu interstellaire. Donc on a déjà des éléments légers, comme l'hydrogène, comme l'hélium, qui existaient, la plupart, déjà depuis le Big Bang. C'est des éléments qui étaient gazeux dans les étoiles et qui vont rester gazeux dans le milieu interstellaire. Mais comme on a déjà plus ou moins évoqué, il y a eu aussi des atomes plus lourds qui ont été usinés dans les étoiles et qui, lorsque les étoiles sont mortes, lorsque ces étoiles ont disséminé leurs constituants dans l'espace, lors du refroidissement, ces différents atomes lourds se sont combinés et se sont condensés pour former des petits grains. Alors c'est des petits grains qui sont vraiment tout petits, qu'on peut parfois voir encore en petite abondance dans les météorites primitives, comme on voit à l'image. On vous voyez, les ils sont voit vraiment là, petits. c'est ça. C'est grand comment petit, ça veut dire vous quoi voyez, petit? il y a marqué 1 micromètre, et 1 micromètre c'est 1 millième de millimètre. Donc c'est vraiment tout petit. Chacun de ces grains que l'on voit, c'est bien de se rappeler de ça, ce sont des grains qui sont formés dans des générations d'étoiles antérieures au Soleil.
Parce que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est quand le Soleil s'est formé, il y avait déjà 9 milliards d'années d'histoire de l'univers avant. Donc il y a eu toute une évolution chimique qui s'est faite dans les étoiles auparavant. Donc on a aussi ces grains, on a cette poussière mêlée à ce gaz. Donc voilà ce qu'on a dans le milieu interstellaire. Et donc dans le milieu interstellaire, on a des zones plus denses que les autres, qui sont les nuages moléculaires que vous avez évoqués. Et il arrive que dans ces nuages moléculaires, il y a des zones encore plus denses que le reste, qui vont s'effondrer sur elles-mêmes sous l'effet de leur propre gravité. Donc elles vont s'effondrer, se contracter, se contracter, se contracter. Le centre de ces nuages va devenir de plus en plus dense, de plus en plus chaud. Il va pouvoir allumer des réactions nucléaires. Et vous avez compris ce qui se passe, c'est que là, se forme une nouvelle étoile. Mais il ne se passe pas seulement ça. Et pour expliquer l'autre chose qui se passe, je vais faire appel à nos danseurs pour expliquer un autre phénomène qui a lieu avec ces nuages moléculaires qui se contractent. Parce que ces nuages, avant qu'ils se contractent, ils n'étaient pas tout à fait sages. Ils avaient quand même un petit mouvement de rotation. Voilà. Mais à mesure qu'ils se contractent, ce mouvement de rotation va devenir de plus en plus fort. C'est le même phénomène qu'on voit lorsque des patineurs amènent les bras vers eux et qu'ils tournent de plus en plus vite. Et à ce nuage, il va se passer la même chose que la pâte à pizza d'un pizzaiolo qui fait tourner. C'est-à-dire que ce nuage, il va s'aplatir. Ce qui fait que non seulement il se forme une étoile au centre de ce nuage, mais il se forme aussi un disque de gaz et de poussière autour. Donc toute la matière du nuage ne va pas immédiatement aller au centre former l'étoile, il y aura une partie qui va aller autour, former un disque, qu'on appelle en termes galants un disque protoplanétaire ou un disque d'accrétion. Donc c'est au sein de ce disque que se sont formés les différents astres du système solaire. C'est ça qui explique pourquoi les différents astres du système solaire, en général, tournent autour du Soleil dans le même sens et dans le même plan. C'est vraiment un résultat de ce petit processus-là. Et pour raconter ce qui se passe ensuite, comment ces astres vont vraiment s'agglomérer, eh bien, je vais passer la parole à Jean-Pierre Bibring. Je lui ai fourni un disque, maintenant qu'il en fasse bon usage. Et tout d'un coup, vous partez. Restez. Comme je ne m'attendais pas à la question, vous n'allez pas vous attendre à la réponse, mais ce qui se passe à ce moment-là, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on est en train de l'explorer. Il y avait une idée ancienne qui date de plus d'un siècle, qu'au moment où le Soleil se forme et que dans ce disque, finalement, par évolution, il va y avoir des anneaux qui vont se former. Dans ces anneaux vont se former des planètes. Et si on comprend ça, on s'attend à ce que tous les disques qui s'effondrent vont donner naissance au même genre de choses, c'est-à-dire des planètes qui vont se former dans ces petits sillons du disque. Et plus on va être loin, plus on va avoir un matériau différent, mais d'un système à l'autre, on devrait trouver la même chose. Et la grande découverte, en fait, actuelle, c'est que lorsqu'on va regarder ailleurs ce qui se passe, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est que l'évolution de ce disque a une infinité de possibles. La variété possible est très très grande, et nous sommes l'une d'entre elles, mais on en découvre d'autres. C'est ce à quoi Marie-Odile faisait allusion tout à l'heure. Et il y a une chose en particulier qui est très importante, c'est que tous autant que nous sommes, on a grandi avec l'idée que les planètes rocheuses sont à l'intérieur, les planètes géantes sont à l'extérieur, et on a de bonnes raisons pour expliquer cela. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que quand on regarde les autres systèmes, on trouve des planètes géantes à l'intérieur, et on se demande comment c'est possible, parce que l'idée que l'on a de la formation des planètes géantes, c'est que c'est impossible de les former à l'intérieur. La raison est en fait toute simple. C'est que pour qu'une planète devienne géante, il faut qu'elle accrète beaucoup de gaz, et pour accréter du gaz, il faut qu'elle ait une grosse masse. Et pour avoir une grosse masse, eh bien, il faut qu'elle soit formée suffisamment loin pour que non seulement les roches soient stables, mais aussi les glaces. Vous savez, il y a beaucoup de vapeur d'eau, de gaz carbonique, etc., qui, à l'intérieur du disque, parce qu'il fait chaud, sont à l'état de gaz. Si vous vous reculez un petit peu, si vous vous éloignez du Soleil, ça forme des composés solides, de la glace d'eau, de la glace de méthane. Et si vous avez tous ces grains-là, qui tout d'un coup arrivent à se coaguler très tôt dans l'histoire, ça forme un noyau tellement gros, 10 fois, 20 fois la masse de la Terre, en tellement peu de temps, des années, moins d'1 million d'années, qu'avant même que le disque ait disparu, ces gros globules vont se former et vont accréter le gaz. D'où l'idée que pour avoir une planète géante, il faut être à l'extérieur. Et tout d'un coup, on découvre que
chez nous c'est bien comme ça, mais qu'à l'extérieur de notre monde c'est différent. Et on se pose la question, est-ce que c'est ça qui est à l'origine de ce que nous sommes devenus? Pourquoi? Parce que lorsqu'une planète géante se forme, et forcément elle se forme à l'extérieur, l'expérience des autres observations, de ce qu'on appelle les exoplanètes, montre qu'en fait elles se déplacent. Les planètes migrent, et c'est pour ça qu'on les retrouve très proches de leur étoile. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'une planète migre? Au fur et à mesure qu'elle rentre dans le système, elle mange tout, elle vide le disque. Et si elle vide le disque, comment voulez-vous former ensuite des planètes comme la nôtre? D'où la question, est-ce que le fait qu'on soit là est lié au fait que dans notre système, les planètes n'ont pas migré, que Jupiter et Saturne sont restés là où elles sont? Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on aurait une telle spécialité, une telle spécificité? Eh bien, ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'en fait, chez nous aussi, il y a eu de la migration. Jupiter et Saturne, et Uranus et Neptune, contrairement à ce que l'on peut penser, n'ont pas du tout été toujours à l'endroit où on les voit aujourd'hui. Tous les objets se déplacent, tous les objets migrent. Et Jupiter et Saturne ont migré aussi très tôt dans le système solaire, mais d'une manière très particulière. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la migration est un processus banal, mais qui partout va prendre des formes différentes, spécifiques, contingentes. Et chez nous, ce qui s'est passé vraisemblablement, et c'est un groupe de Nice, ce sont nos amis niçois qui ont proposé ce modèle qui commence à être bien vérifié. Jupiter s'est formé loin, pour les raisons que je vous ai dit, et puis il a commencé à rentrer dans le système solaire. Et au fur et à mesure qu'il rentrait dans le système solaire, il a vidé le disque. Et vous voyez que s'il avait continué jusqu'au Soleil, ou proche du Soleil, on ne serait pas là. Mais il se trouve qu'un peu plus loin dans le disque, une autre planète était en train de se former, qui s'appelle Saturne. Elle était plus vieille, plus loin, elle a mis plus de temps pour se former. Et elle a plongé dans le système interne, et elle a rattrapé Jupiter, alors que Jupiter était à peu près au niveau de l'orbite de Mars actuelle. Mais bien sûr, Mars n'existait pas encore. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est le rapport de masse entre Saturne et Jupiter qui a décidé de l'évolution après. Si Saturne avait été un peu moins massive qu'elle ne l'est, elle n'aurait pas pu empêcher Jupiter de continuer, et on ne serait pas là pour en parler. Si Saturne avait été plus massive, les deux auraient continué leur route. C'est le rapport de masse très particulier entre Saturne et Jupiter, qui est lié à la manière dont notre disque était fait, la manière dont il a évolué, qui a fait que dans les conditions particulières de notre disque, alors attention les danseurs, dans les conditions très particulières, ces deux planètes-là, qui avaient fait donc tout ce chemin vers l'intérieur du Soleil, ont décidé, si je puis dire, de repartir vers l'extérieur, proche de là où on les voit aujourd'hui, en laissant un disque qui a été vidé pour l'essentiel jusqu'à une partie interne, et nous sommes faits de l'accrétion de ce disque interne. Si Jupiter et Saturne avaient été un peu plus près ou un peu plus loin, eh bien, les masses des planètes auraient été différentes, la Terre n'aurait pas été formée ici, mais un peu plus proche ou un peu plus loin du Soleil, l'histoire aurait été différente, Mars n'aurait pas été au même endroit, etc. Et donc, tout ça pour dire que plus on va dans la compréhension de ce qui fait la diversité des mondes que l'on voit aujourd'hui, dans notre système comme à l'extérieur, plus on s'aperçoit que les processus partout sont les mêmes. La migration est un processus très général. Il y a eu d'autres phénomènes comme ça qui sont très généraux, des impacts importants des objets les uns sur les autres. Mais à chaque fois, des conditions particulières ont donné une géométrie particulière, un rapport de masse particulier. Bref, le contingent l'a emporté sur le générique et nous sommes le résultat d'une évolution très particulière, différente de ce qu'aurait pu être cette évolution si le disque avait été un poil différent. Et tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est de comprendre précisément ces processus qui sont à l'origine de ce que nous sommes, c'est-à-dire de la diversité qu'on observe, et en particulier du cas particulier de la Terre. Alors, Jean-Pierre a voulu que les danseurs improvisent sur son discours. Je voudrais vous signaler que ces danseurs... Moi, j'ai improvisé sur leur... Mais c'est une particularité de Mabou et Clara. Ils aiment improviser, et c'est eux d'ailleurs qui nous ont dit « Mais nous pouvons improviser sans musique. On peut improviser juste sur le discours des scientifiques. Comment ça nous fait bouger ?» Et je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils nous ont vraiment emmenés quelque part. Mais alors là, je suis très ennuyée parce qu'il était dit que c'est à ce moment-là qu'il devait venir danser.
et que j'ai peur que du coup ils soient un peu fatigués. Qu'est-ce que vous en diriez de faire une petite performance avec la musique de Cédric là? Pas trop longue, juste pour qu'on repose un peu toutes ces choses que l'on a apprises là. C'est à vous. Bravo! Donc, les météorites, si j'ai bien compris, vous apprennent beaucoup de choses sur la formation du système solaire et de toutes ces planètes et autres objets qui sont dans cet espace que l'on appelle le système solaire. Mais bon, donc vous allez étudier de très très près, vous allez rentrer vraiment dans l'intimité de ces météorites. Ah ben oui, c'est ça qu'on fait. Hein. Donc on les coupe évidemment et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ah ben on est obligé. Hein. Ben, il faut. Ouais, On va faire ça. Oui. Mais c'est pour ça que je laisse faire ça à d'autres. Parce que l'intérêt des météorites, comme vous avez compris de ce qu'on a dit avant, c'est qu'au début de l'histoire du disque, on a eu une bataille de boules de neige géantes, on parle d'un peu de poussière qui est très très fine, comme j'ai montré, et puis ces grains de poussière s'agglomèrent, font des objets de plus en plus gros, qui font des astéroïdes, qui vont ensuite se coaguler en planètes. Et ce qui est intéressant avec la plupart des météorites, c'est qu'elles n'ont pas changé depuis qu'elles se sont agglomérées. Donc quand vous regardez une météorite primitive comme celle qui est là-bas, vous voyez les différents morceaux qui sont agglomérés, comme on voit aussi des images à l'image, si j'ose dire. Vous voyez comment les différents solides dont elle s'est constituée. Et donc, ce qu'on peut remarquer, par exemple, donc il y a la croûte de fusion, mais si on fait abstraction de la croûte de fusion, on voit aussi des points, des zones blanches, des petites inclusions blanches. Vous les voyez ? Ces inclusions blanches, ce sont les plus anciens solides du système solaire. Et c'est en les datant qu'on connaît l'âge du système solaire. 4 milliards 567 millions d'années. Il n'y a pas plus vieux. Plus ou moins 200 000 ans quand même. Hein. Ouais, bon, voilà. Et
Comment ils sont formés ces objets? Vous vous souvenez que j'ai parlé des grains présolaires, de cette petite poussière qui avait été faite dans d'autres étoiles. Mais cette petite poussière n'est pas restée intacte dans notre disque. Ce qui s'est passé, c'est que relativement près du Soleil, il faisait chaud. Et donc cette poussière a été vaporisée. Et donc elle a perdu un peu cette mémoire présolaire de ses origines. Mais évidemment, toute cette vapeur n'est pas restée vapeur très longtemps, parce que ces hautes températures, je parle de 1500, 2000 degrés, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques millénaires peut-être, c'est rien du tout. Et donc en refroidissant, les premiers objets qui se sont condensés, les premiers flocons cosmiques, si vous voulez, du système solaire, ce sont ces inclusions blanches, qu'on appelle aussi des inclusions réfractaires, parce qu'elles ne se vaporisent qu'à très haute température. Donc ce sont ces objets-là, hein, de forme un peu floconneuse, un peu blanc, qu'on peut voir ici, par exemple, ou aussi, c'était ces inclusions blanches qui étaient là. Qu'on peut voir à la surface, là, à l'NT. Oui, là, c'est une météorite qui a été choisie à dessein, parce qu'on en voit beaucoup. Donc ça, ce sont des objets riches en calcium, en aluminium. Ça, c'est du Made in Solar System pur, et c'est les plus anciens. Ça, c'est grand-papa, quoi. Ça, on peut être certain que c'est ce qui marque aujourd'hui. On considère que ça marque le temps zéro du système solaire. Mais comme vous voyez aussi, il n'y a pas que les inclusions réfractaires dans la vie. Il y a aussi, en fait, la grande majorité de la matière des météorites qu'on voit, c'est formé de ces petites billes-là. Et pour en parler, je vais céder la parole à Brigitte Zanda. C'est gentil, merci Emmanuel. C'est ma libéralité. Hein. Alors ces petites billes, on les appelle les condres. Et en fait, ils sont ronds parce qu'ils sont mis en boule. C'est pas de colère, c'était de chaleur. Ils ont vraiment eu trop chaud. C'était probablement des solides et qui ont fondu sous l'effet d'un phénomène qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. On n'est pas d'accord d'ailleurs. Hein. Je le dis tout de suite, c'est même pas la peine qu'on en parle parce qu'on va se chamailler. Absolument. Bon. Et donc les condres, il y a quelque chose qui a chauffé ces petits ensembles de poussière dans le disque protoplanétaire. Et quand vous chauffez un liquide en état de microgravité, il se met en boule. C'est quelque chose que les astronautes ont expérimenté dans la station spatiale. Tu peux nous envoyer ça, les condres, la libille. Tu peux nous envoyer ça dans la... Voilà, regardez. C'est son dentifrice ou c'est son verre d'eau qu'il a lâché et qui s'est mis en boule. Et les condres, c'est ça. Ce sont ces liquides qui vont, eux, refroidir toujours en état de microgravité et qui vont cristalliser, qui vont engendrer des cristaux. Et c'est ça qui forment l'essentiel de la matière de ces météorites. C'est pour ça qu'on les appelle les chondrites. Ce sont l'accumulation de ces petites sphères qui ont refroidi dans le disque protoplanétaire. Et quand on étudie ces objets-là, on va les regarder de près, on va essayer de les faire parler, on va étudier leur minéralogie, on va étudier les assemblages qui les font, et on va dire, il s'est passé des choses à telle température, la pression d'oxygène, c'était comme ça, ça a refroidi à telle vitesse dans le disque, et c'est comme ça que s'est fait l'accrétion. Et parce que cet objet comprenait plus de condres que celui-là, c'est probablement pour ça qu'il a une composition différente de celui-là. Donc c'est comme ça qu'on essaye de reconstituer pourquoi, par exemple, les planètes vont avoir des compositions différentes. Vous vouliez rajouter quelque chose, Emmanuel, non ? Ah, c'est juste le dernier propos c'est un de nos différents. Est-ce qu'il y a un lien ? Oui. Vous avez osé dire que la composition était fonction de l'abondance des condres. Bon, c'est un gros débat qu'on a. Le gros débat qu'on a, en gros, c'est est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce qu'il y a un lien entre les condres et puis la matrice fine, la petite poussière qui les cimente dans les météorites ? Moi, je prétends que la poussière, c'est juste la poussière qu'il y avait dans le disque partout, qui s'est accumulée avec des condres et des inclusions. Et lui, il n'est pas d'accord. Moi, je prétends qu'en gros, les condres, c'est en gros de cette poussière, c'est de la partie de cette poussière qui a subi des épisodes de fusion localisés. Voilà. Donc en gros, on n'est pas d'accord pour savoir si les condres sont formés à un seul endroit, en gros, ou sont formés un peu partout. Et qu'est-ce qui devrait pouvoir vous mettre d'accord ? Rien, jamais. Ah non, jamais. La vérité ne fait pas de compromis avec l'erreur. Alors. Non, mais c'est des analyses de la composition des météorites et de leurs différents composants. Ça, c'est des choses importantes pour savoir est-ce que c'est toujours les mêmes genres de condres qu'on a ? Est-ce que c'est toujours la même matrice qu'on a ? Aussi. Pareil. c'est ce genre de choses. Donc c'est des analyses précises, c'est aussi des concepts un peu plus précis, parce qu'une grande partie de nos débats, c'est aussi qu'on ne s'entend pas trop. Quand vous vous retrouvez devant la machine à café, c'est de ça dont vous discutez ?
Moi, Bah, j'aime pas je le prends pas de café. café. Moi non plus. Il n'y a pas de machine à café. Bon, d'accord. Non, mais on se croise dans l'escalier parfois, Oui. ça arrive. Hein. Et à Oui. ce moment-là, on se balance des coups de condre, des coups de condrique sur la figure. Alors, encore un petit mot juste sur les couleurs. Parce que nous, on est émerveillés dans ces coupes. Bon, celle-là, c'est pas la plus colorée. Il y en a des plus colorées. Oh, elle est sympa quand même. Bah, elle est belle. Hein. Bah oui. T'as quelque chose à dire contre Hein, au moins Non, un non, point non, je la d'accord. trouve très hein. belle. Non, non, attendez, je ne veux pas vous vexer, mais il y en a qui sont En fait, ce qu'on plus fait- colorées que d'autres. Ce qu'on fait, c'est Qu'est-ce que qu'après- ça veut dire, ces Après couleurs? avoir coupé en tranches une météorite, on fait une lame très très fine qui est à peu près l'épaisseur d'un papier à cigarette et on va la regarder par transparence avec une source lumineuse, un peu comme si c'était un vitrail. Mais en plus, comme ça ne nous suffit pas, on va trafiquer cette lumière, c'est-à-dire qu'on va mettre un filtre polarisant devant la météorite et un derrière. Et au travers de ces filtres, la lumière, elle est transformée et les minéraux, suivant leurs propriétés, vont transformer différemment cette lumière. Et donc, ça va nous renseigner sur la composition de ces objets et ça va nous permettre, en fait, au microscope optique, de faire la première étude de caractérisation pour savoir à quoi on a affaire, pour pouvoir ensuite aller sur d'autres machines faire des analyses plus précises. Jean-Pierre, je suis sûre que vous allez nous raconter quelque chose qui a trait avec qui est un peu la suite de ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous êtes extrêmement intéressé, voire émerveillé par le fait de toute cette diversité qu'on trouve dans tous ces objets qui apparaissent. On a l'impression qu'ils se ressemblent tous et pourtant il n'y en a pas un seul qui se ressemble. Au fond, c'est comme les humains. On a l'impression qu'on se ressemble tous, mais on est toujours tous différents. Par rapport à la question de la vie, justement, les origines de la vie, on espère dans ces météorites, dans tous ces objets, et ceux que vous visitez aussi, comme Mars même, vous cherchez à voir s'il y a des traces de quelque chose qui pourrait nous apprendre quelque chose sur l'origine de la vie. Alors c'est toujours pareil avec Marie-Odile. Après, elle m'accuse d'avoir été long. Mais comment vous voulez que je sois court sur un... Jusqu'à il y a peu de temps, et c'est ça qui était merveilleux avec les météorites, et qui reste merveilleux avec les météorites, on pouvait se faire des idées relativement simples des choses. Par exemple, les météorites, ça a été dit, ont été l'outil principal pour pouvoir dater les choses, pour montrer qu'il y a une histoire, qu'elle a commencé dans le système solaire à un moment, et d'essayer de retracer les épisodes les premiers. C'est remarquable parce que c'est fondamental. Mais ça ne nous dit pas tout de ce que sont ces processus. Et plus on rentre dans ce que sont les processus qui ont fabriqué, finalement, modelé les objets progressivement pour arriver à ce que nous sommes, la Terre, Mars, etc., plus on s'aperçoit justement de la diversité possible des chemins d'évolution à partir de ce qu'on considérait être les conditions d'origine. Et ça bouscule beaucoup d'idées que l'on avait, beaucoup d'idées préconçues, dont celle, de mon point de vue, même de ce qu'on appelle le vivant. Vous savez, la vie, on est tous ici, on a été formés, en tout cas dans nos sociétés, avec l'idée que le vivant, il y a des propriétés particulières du vivant, sans qu'on soit capable vraiment de les définir. Il y a presque des principes de vie, et que chacun peut dire, il y a une différence entre de l'inerte et du vivant. Il y a une différence entre une pierre et un arbre. La meilleure preuve, c'est qu'au printemps, les fleurs deviennent des fleurs, et la pierre reste une pierre. Donc il y a quelque chose qui doit bien être différent. Mais quand on s'assied pour essayer de se dire, mais c'est quoi la différence entre une pierre et un arbre, etc. Et les champignons, on les met où là-dedans, etc. On s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça, et que même ce qu'on appelle le vivant, peut-être c'est une notion en elle-même qui pose tellement de difficultés qu'on s'apercevra que c'est une notion qui est née dans l'histoire de l'évolution des sciences et des sociétés à un moment donné, pour des raisons vraies, c'est-à-dire qu'on avait raison de faire la différence entre certains objets et d'autres, mais qu'aujourd'hui, il faille dépasser cette notion-là. En physique, on a l'habitude de ça. On a l'habitude de notions qui ont été très efficaces à un moment donné et qu'à un moment donné, il faut dépasser. Ce que j'utilise toujours, mais je n'ai pas le temps, bien sûr, d'en parler là, c'est la notion de force. Quand Newton, au début du XVIIe siècle, arrive à expliquer que si la pomme tombe, c'est qu'il y a une force qui l'attire, qui est la force de la gravité, la Terre l'attire, et que c'est la même force qui fait tourner la Lune autour de la Terre et fait tomber la pomme, c'est génial. Il en arrive à formuler une loi qu'on appelle la loi de gravité universelle. Et puis progressivement, on s'aperçoit que ça ne suffit pas pour tout expliquer, qu'il y a d'autres lois comme ça, dont des lois électriques. Un proton et un électron s'attirent, et s'ils s'attirent, c'est ça qui est responsable de ce qui se passe dans un atome. Et puis maintenant, on se dit, mais attends, mais c'est quoi cette histoire-là ?
comment un proton sait qu'il y a un électron, comment l'électron sait qu'il y a le proton. C'est de la magie noire, ce truc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une interaction? Et on s'aperçoit que la notion de force à distance, d'attraction, elle était très opérante, mais à un moment donné, et en physique, on a réussi à dépasser ça. Il y a bien de l'information qui passe, on ne parle plus de force, on parle d'interaction avec des particules d'échange, etc. Le vivant, c'est un peu pareil. Il y a quelque chose qui m'énerve avec le vivant, c'est que quand on parle de l'émergence de la vie à partir de non-vivants, c'est qu'il y a un seuil, à un moment donné, on passe d'inerte jusqu'au vivant. C'est parfaitement créationniste. C'est ça la question qui est c'est vraiment bien ça, la intrigante. question. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un monsieur qui s'appelle Pasteur avait exactement le même problème pour montrer que la maladie ne naît pas de rien, mais qu'il y a des germes et qu'il y a une évolution lente. Eh bien, je pense que ce qu'on est en train de voir pour le vivant, c'est un peu la même chose. C'est que le vivant n'est rien d'autre que le fruit d'une certaine évolution. À partir d'un matériau, alors je ne sais pas ce qu'on montre ici, mais ce n'est pas cela, bien sûr. Vous avez vu la matrice des météorites avec les condres dedans, etc. Qu'est-ce que tu veux comme image? Tu sais Non, que mais Loïc je l'ai est à ta pas. disposition. Hein. Je ne l'ai évidemment pas apporté, mais c'est pas grave. Bah oui. Non, je ne l'ai pas apporté, donc ils ne vont pas la trouver. Oui, ça, mais c'est sûr. peut-être que Chloé en a... Il y a quand même des vérités en science. Ouais. Mais ce qu'on a trouvé avec la comète, et je vais être simplement là-dessus, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est que, contrairement à ce qu'on imaginait jusqu'à ce qu'on aille voir Churyumov-Gerasimenko, alias Chury, les comètes, c'était des objets essentiellement de glace, un peu pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. C'est de la glace avec des grains et quelques molécules organiques dedans. La matrice qu'on voit, la matrice noire entre les condres, c'est à peu près l'équivalent. Eh bien, on s'est aperçu qu'une comète, c'est pas du tout comme ça. Une comète, c'est pas un objet de glace avec des petites choses dedans. La glace dans une comète, c'est peut-être 10, 15, 20% au maximum du matériau. Il y a bien sûr des grains de glace, sinon on ne comprendrait pas qu'une comète devienne précisément cet objet, quand il passe près du Soleil, qui sublime la glace et qui fait ses queues, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important dans une comète. Ce qui est important dans une comète, c'est que ce qui fait la matrice de la comète, les grains réellement qui constituent cette matrice, qui sont très sombres, une comète, il n'y a pas plus noir dans le système solaire qu'une comète, alors que c'est fait, comme on le pensait, de glace. Pourquoi? Parce que la très grande majorité des grains, peut-être 80% des grains, c'est des grains qu'on appelle des grains organiques. C'est des grains qui sont faits de carbone, d'oxygène, d'azote et d'hydrogène. Mais ce sont des grains d'une complexité telle, ils sont très stables, très réfractaires, on ne tape pas forcément dessus pour les casser. Et c'est le fruit d'une évolution très particulière qui est l'évolution du disque initial. Non seulement il a évolué dynamiquement pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des sillons dans lesquels les planètes sont formées, mais il a surtout évolué chimiquement. Il y a eu un tas de réactions qui sont posées là-dessus, avec comme source d'énergie, non pas le Soleil, parce qu'il n'était pas encore né le Soleil. À la fin, il a modifié un peu. Non, au début, c'est des particules de ce qu'on appelle le rayonnement cosmique, des particules très énergétiques qui traversent ça, qui déposent de l'énergie. Bref, une chimie tout à fait particulière, très liée d'ailleurs à la manière dont notre disque était, et qui a fabriqué des structures dont on a pu commencer à analyser les choses. Hélas, on n'a pas été au bout de nos analyses, parce qu'avec Churyumov, on n'a pas pu aller au bout de tout ça, et c'est pour ça qu'on continue et qu'on fait Hayabusa et d'autres missions pour compléter ça. Mais ce dont on est convaincu, c'est que dans cette comète, les grains en question, ils ont tous les ingrédients qui ont ensuite été suffisants pour fabriquer ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire des structures vivantes. La vie n'est pas née d'une réaction chimique comme on l'a pensé à un moment donné dans l'atmosphère de la Terre. Certaines réactions, par exemple des petits composés, on met de l'énergie et ça donne des macromolécules, parce que c'est vrai que ça marche, mais pas pour faire du vivant. On a énormément de choses, mais rien de ce qui va être nécessaire à la fabrication des premières cellules. Donc vraisemblablement, le vivant, c'est le fruit de l'évolution de ces grains-là, qui ont une composition très particulière avec des acides aminés, des protéines, des sucres, enfin tout ce que vous voulez, et qui ont même déjà, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce qu'on appelle les excès de chiralité, qui sont une propriété très particulière du vivant, et que mis dans un environnement très particulier, qui était non pas simplement l'eau, parce qu'on dit avec de l'eau il y a de la vie, non, il faut une eau très particulière aussi, une eau à la bonne température, à la bonne acidité, avec les bons cations, avec les bons, etc., que très rapidement, à l'échelle de quelques jours, ces grains-là ont réussi à polymériser pour fabriquer des membranes qui ont isolé en fait des petites structures de l'eau, parce que contrairement à ce qu'on dit, l'eau c'est utile pour le vivant, mais il n'en faut pas trop. Si vous mettez de la viande dans de la flotte, vous avez remarqué qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus de viande. L'eau est très mauvaise. C'est comme le rayonnement ultraviolet. Il faut un petit peu de rayonnement pour la photosynthèse. Si vous en mettez trop, vous cassez tout. Et donc le vivant, c'est une évolution très particulière de ces grains qui ont eux-mêmes
sont eux-mêmes le produit d'une évolution très particulière dans ce nuage-là, où le Soleil, à la fin de cette évolution, a irradié certains de ces grains-là, avec un rayonnement lui-même très particulier, polarisé, qui a fait des excès de chiralité, etc. Ces grains-là ont été plongés par des processus qu'on peut expliquer dans certaines flaques qui étaient stables à la surface de la Terre, mais qui avaient des propriétés elles-mêmes très particulières, qui ont conduit à des structures très particulières avec ces membranes, d'où sont nées, mais par évolution continue, une chaîne qui est devenue ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu de saut qualitatif. Et si on comprend ça, ça veut dire que le vivant est directement lié, d'une manière très contingente, à ce que notre système était, c'est-à-dire le système solaire tel qu'il a évolué pour arriver à un autre système, et la Terre telle qu'elle a été, qui a été très différente de ce que Mars, Vénus, etc. ont été. Il a fallu cet ensemble de contingences pour arriver à cela. On aurait très bien pu concevoir qu'il y ait d'autres évolutions, et je suis convaincu qu'il y a eu d'autres évolutions ailleurs. Alors et donc, je termine juste pour dire, peut-être que dans notre système, ça a pu avoir lieu ailleurs. Il est trop beau, quoi, ce sujet-là. Oui, mais ce pourquoi on va aller sur Mars dans 2 ans, en fait, c'est parce qu'on pense qu'il y a sur Mars encore des endroits qui ont préservé les conditions qui régnaient sur Mars et peut-être sur Terre très tôt dans l'histoire du système solaire. Si la vie, telle qu'on la connaît sur Terre, a pu émerger ailleurs que sur Terre, on pense que c'est dans ces endroits martiens. Et donc, on fait 2 choses actuellement. 1, c'est d'aller sur des petits corps semblable à ce qu'était notre comète, et c'est pour ça qu'on fait Hayabusa, pour essayer de récupérer ce matériau qui a la même origine, le ramener sur Terre et l'analyser. Ça, c'est Hayabusa et les autres missions qu'on va faire, entre autres avec les Japonais. Et en parallèle, on va regarder sur Mars, c'est dans des terrains qui ont conservé les conditions de l'époque. C'est unique dans le système solaire. Sur Terre, l'activité a tout fait oublier quelque part. On va voir s'il a pu y avoir des semblants d'évolution pour arriver à ces 2 choses qui sont d'une part les membranes, d'autre part l'homochiralité. Excuse. Alors, Jean-Pierre, oui, on peut l'applaudir parce que c'est fulgurant ce que je viens d'entendre, parce que j'avais jamais entendu encore un discours aussi précis de la part d'un chercheur qui essaye de tenter de comprendre ce qu'est le vivant. Bravo, merci de nous avoir donné cette hypothèse, parce que ça n'est qu'une hypothèse pour le moment. Alors, je voudrais... Oui, enfin, tu es à peu près sûr que tu as raison, mais enfin, ça, c'est normal. Ben, il y était, hein. Mais alors, je voudrais demander justement à Brigitte et Emmanuel ce qu'ils pensent de ce qu'ils viennent d'entendre et s'ils sont d'accord avec ça. Parce que cette question du vivant, elle est infinie. Hein, c'est une question tellement brûlante et chacun partage des opinions différentes là-dessus. Oui, beaucoup de choses ont été dites, donc... Oui, non, mais ne recommence pas. Par exemple, je pourrais juste illustrer de manière concrète, sur l'idée qu'on ne peut pas vraiment définir le vivant, ça je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de définir le vivant, les choses qui viennent à l'esprit, c'est de dire qu'il y a un métabolisme ou qu'il y a la reproduction. Mais moi j'aime bien prendre l'exemple d'une étoile. Et pour une étoile, on pourrait imaginer que ces 2 critères sont satisfaits. Une étoile, comme on l'a dit il y a quelque temps, c'est une sorte de métabolisme. Ça fait, il y a des réactions nucléaires qui essayent de résister à la contraction, voilà, une sorte de structure. On peut distinguer différentes zones où se font les réactions ou pas. Donc, il y a une sorte de métabolisme, une sorte de résistance à la mort. Et on n'hésite pas à dire qu'une étoile naît et meurt. Et on pourrait même aller plus loin, on pourrait dire qu'une étoile se reproduit. Parce que parfois, il y a une hypothèse selon laquelle, quand des étoiles sont massives, c'est-à-dire des étoiles qui vivent pas très longtemps, sont en fin de vie, elles émettent un vent assez fort, et ce vent assez fort peut comprimer le nuage moléculaire résiduel qu'il y a autour, qui ne s'est pas encore dissipé puisque ces étoiles massives évoluent très vite. Et en comprimant ce nuage moléculaire résiduel, elles peuvent déclencher la formation d'autres étoiles, qu'elles peuvent en plus avoir ensemencé de certains éléments qui ont été fabriqués dans ces étoiles-là. Et il y a des gens qui pensent que c'est ce qui s'est passé pour le Soleil, que la formation du Soleil a été elle-même provoquée par une étoile massive. Donc dans une étoile, quelque part, ça contrarie un peu toute définition un peu métaphysique, si vous voulez, de ce que c'est que le vivant. Donc pour le moment, le vivant, lorsqu'on parle du vivant, on est contraint de dire bon, un truc qui ressemble vaguement à ce qu'on voit sur Terre, qui est organique, voilà, on a une vague hérédité de l'ADN ou l'ARN, mais on n'a pas de vraie définition. Donc voilà un aspect que je peux commenter. C'était bien, Emmanuel, hein, vraiment, oui, bravo. Alors, Brigitte.
Ce que je pense, c'est ce qu'a très bien fait ressortir Jean-Pierre, c'est une question de probabilité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une succession absolument inimaginable d'événements qui ont mené à l'émergence du vivant et à ce qu'on est à l'heure actuelle. Et le moindre embranchement à n'importe quel endroit aurait pu amener un résultat totalement différent. Et en fait, cette chaîne, elle est infiniment improbable, puisqu'il y a des milliards de chaînes qui sont possibles. Mais à partir du moment où elle s'est produite, pour nous, elle a une probabilité de 1. Puisqu'on existe, mais n'importe quelle autre de ces milliards de chaînes tout aussi improbables aurait pu aboutir à autre chose, à une autre forme de vivant peut-être, ou à pas de vivant du tout. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile d'évaluer si vraiment il y a de la vie ailleurs ou quelque chose qui ressemble à notre vie ailleurs. C'est parce que s'il y a des milliards de systèmes solaires ailleurs dans l'univers, il y a aussi des milliards de conditions qui sont nécessaires pour arriver à cette émergence du vivant. Et si on prend quelque chose qui est infiniment grand, qu'on le multiplie par quelque chose qui est infiniment petit, le résultat en maths, il est indéterminé. Et c'est pour ça que, pour moi, à mon sens, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, ça relève du domaine de la croyance, beaucoup plus que du domaine de la science à l'heure actuelle. Sauf bien sûr si un jour on découvre la vie ailleurs. Tant qu'on n'aura pas fait cette découverte-là, on en est réduit à s'interroger sur les probabilités relatives de ces deux événements. Au fond, c'est la question qui vous fait lever tous les matins. Pour Jean-Pierre, aller jusque sur Mars. Oui, alors Emmanuel, finalement, les météorites, vous les regardez dans votre bureau, vous n'allez pas dans les déserts ni au pôle Nord pour essayer de les ramasser. Ah, quand je serai grand, je ferai ça un jour. Vous êtes un pantouflard. Bah, oui, hein. Vous êtes un pantouflard. Pour le moment, je les trouve très bien dans les tiroirs du muséum. Là, je les identifie magnifiquement. Mais un jour, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien être dans un désert comme ça, et un jour, la météorite qui m'attend là depuis des milliers d'années, ou plutôt 4,5 milliards d'années si on tient compte de son âge de formation, eh bien, je la verrai. Hein. Ce sera assez émouvant. Je pense. Ah bah ouais, là, on ouvrira le champagne. Hein. Voilà. Mais à 32 ans, j'ai quand même le droit d'avoir encore quelques rêves d'enfant à réaliser. Hein. Brigitte, est-ce que je suis allée en chercher ? Ah non, pas du tout, je riais. Je me disais, je vais l'impliquer dans le programme Vigiciel, comme ça on va l'amener avec nous sur le terrain. Ce ne sera pas dans des déserts, ce sera en France. Il y aura une petite pluie brouillasseuse, des fougères hautes comme ça, mais on va l'emmener quand même. Et les pantoufles. Non, pas de pantoufles. Alors Jean-Pierre, encore un dernier petit mot là, que vous n'auriez pas eu le temps de dire et qui vous démange. Tellement de choses qui démangent, non. Ah oui, non mais... un petit truc. Non, juste un petit mot, c'est pour dire... Il va répondre à ce que j'ai dit, il ne peut pas laisser passer. Oui, c'est ça. Alors je laisse passer. C'est ça. Non, il y avait une chose avec laquelle je suis profondément d'accord, c'est que dans le langage courant, on dit il y a des milliards de quelque chose, il y a des milliards de planètes dans la galaxie, il y a des milliards de galaxies, et pour tout le monde, quand on dit des milliards de milliards, c'est l'infini. En termes de probabilité, des milliards de milliards, c'est pas forcément très grand, tant qu'on ne connaît pas les choses. Il n'y a pas plus d'étoiles dans la galaxie que d'hommes et de femmes sur Terre, c'est le même ordre de grandeur, on est 10 milliards. Personne ne s'étonne qu'on soit tous différents parce que sans même avoir fait le calcul, on sait bien que le nombre de combinaisons de 24 chromosomes ensemble est incommensurablement plus grand que des milliards de milliards, c'est beaucoup plus que des milliards à la puissance de milliards. Et donc, en termes de probabilité, des milliards de milliards, ce n'est que des milliards de milliards. Et tant qu'on ne connaît pas la probabilité que les phénomènes qui ont conduit à ce que nous sommes soient quantifiés, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, et je vais simplement terminer par ça, mais d'un mot. On dit toujours, parce que je suis sûr que si on avait demandé à la salle au début, parce que je le fais en général, est-ce que vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs ? À 2 personnes près, tout le monde dit oui. En tout cas en début, après j'essaye de convaincre que c'est un petit peu plus compliqué, mais pourquoi on dit ça ? Parce que la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs n'est pas une question scientifique. Il n'y a aucune expérience qui dit qu'il y a de la vie ailleurs, de même qu'il n'y a aucune expérience qui dit qu'il n'y en a pas. Donc l'idée que la réponse à la question que l'on fait, elle est basée sur un dogme. Et le dogme, c'est le produit de l'évolution. Eh bien, quand on dit qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie ailleurs, ça voudrait dire qu'il y a des principes de vie qui peuvent prendre des formes différentes. Et c'est ça, je crois, qui est profondément en évolution. Je pense que cette idée-là va changer. Il n'y a pas de forme de vie. Il y a une forme particulière, c'est la vie telle qu'on la connaît ici. Mais quand on veut essayer de définir les principes qui ferait qu'ailleurs,
les mêmes principes vont prendre d'autres formes, on s'aperçoit que ça n'a pas vraiment grand sens et que la vie n'a de définition possible que par rapport à l'évolution qu'on a conduite sur Terre. Alors attention, Yamabou, on était sur la fin, on était en train d'organiser une super expérience pour que la fin soit magique. Mabou vient tout déranger parce qu'il veut poser une question. Alors, j'ai quand même une question intéressante, enfin pour moi, j'espère qu'elle sera intéressante pour tout le monde. C'est vrai qu'on parle de la création de la vie, l'apparition de la vie, donc on a vu que la définition de ce qu'est la vie, c'est un sujet assez vaste, parce qu'on ne peut pas vraiment partir sur une définition définitive, mais il y a quand même une notion de vie intelligente. Et tout à l'heure, on parlait à l'échelle atomique. Et tout à l'heure, on parlait à l'échelle atomique. On se rend compte que les atomes, ils ont une interaction qui est particulière. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas inclure aussi la notion d'information entre justement les... Parce que nous, à l'échelle de l'univers, nous sommes tout petits. Donc peut-être nous sommes en interaction entre nous-mêmes, mais infiniment petits par rapport à tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait appeler une vie intelligente comparé à d'autres formes de vie? C'est un vaste Oh ben dis donc, moi je voulais qu'on en termine là. T'es condamné à danser pendant que nos amis répondent. Déjà, on se demande comment Allez, fabriquer on de la repart. vie. Alors si on demande en plus qu'elle soit intelligente, comment on définit l'intelligence? C'est compliqué. Si on applique les mêmes tests auxquels on a appliqué pour les humains, ceux qui arrivent à bien réussir ces tests, c'est les humains de différents âges, et peut-être éventuellement les chimpanzés, enfin ceux qui sont les plus apparentés à nous. Ensuite, on peut toujours trouver d'autres animaux un peu plus éloignés qui réussissent certains tests, mais un chat par exemple ne comprendra pas très bien le détour par un instrument pour attraper quelque chose. C'est déjà un peu plus compliqué. Donc déjà, ça rajoute une nouvelle couche de contingence. Nous, la vie, l'homo sapiens ou même les chimpanzés, ça ne doit pas dépasser 10 millions d'années d'histoire sur les 3,5 milliards qu'on a d'histoire de la vie. Donc, alors le problème, et oui, mais le problème c'est toujours pareil. Notre statistique est limitée à la Terre. Donc on ne sait pas très bien dans quelle mesure il est inévitable de passer d'une cellule à moi, par exemple. Mais si. Non, Ou alors à la rigueur à Brigitte Zanda. Mais donc ça c'est... Donc c'est difficile de déterminer quelle est cette probabilité. Mais il y a des gens qui s'amusent. Il y a cette équation de Drake où on essaye, si on met des paramètres au hasard, essayer d'estimer quel est le nombre de civilisations intelligentes dans une galaxie. Mais le problème, c'est que pour le moment, c'est un jeu complètement hasardeux parce qu'on n'a aucune connaissance là-dessus. On ne sait pas quelle est la probabilité d'apparition d'intelligence, on ne sait pas quelle est la longévité d'une civilisation intelligente. Donc on ne peut rien dire de très intelligent, si j'ose dire, sur le nombre de civilisations intelligentes qu'on peut avoir. Donc on peut les chercher, il y a des programmes, le programme SETI pour essayer d'envoyer des signaux. C'est un peu compliqué parce que déjà on aura une barrière linguistique, mais aussi de toute façon la communication ne peut pas vraiment être dans les deux directions puisque les signaux n'iront pas plus vite que la vitesse de la lumière. Donc on a intérêt à avoir dit tout ce qu'on voulait dire d'un seul coup. Donc de prévoir toutes les questions d'un seul coup. Donc pour le moment... Ça complique un problème qui est déjà assez insoluble et pas forcément très bien posé. Ce que j'aime en fait dans cette question de l'intelligence, c'est qu'elle ramène à quelque chose que je crois il faut aussi qu'on objective et qu'on combatte quelque part, qui est l'idée sur laquelle on est tous bâtis, que l'évolution, elle réagit des lois et qu'on passe du simple vers le complexe. Et quand tu regardes tous les livres qui ont été construits depuis le 19e siècle, et il y en a encore beaucoup très récents, y compris par des grands amis qui ont écrit, mais je suis tout à fait en désaccord, l'idée c'est que l'évolution, tu passes de particules simples vers les atomes, puis les atomes vers des molécules vers des molécules organiques, et les molécules organiques vers le vivant, comme une étape nécessaire. Et le vivant va se construire aussi du simple vers le complexe, et en général on met le cerveau humain en tête, et en général c'est le cerveau de celui qui écrit. Voilà, et on met de la pyramide, ouais. Et on met le cerveau de celui qui est en train d'écrire le livre, en général au maximum. Il y a une chaîne comme ça d'évolution progressive, et on est tous ancrés idéologiquement sur cette idée-là, qu'il y a un sens à l'évolution. Ce qu'a montré Darwin, c'est exactement le contraire. C'est qu'à chaque étape de l'évolution, tous les possibles existent. Et donc, il n'y a pas de flèche de l'évolution. Il faut qu'on oublie cette notion-là. Mais ça répondait à une notion importante au 19e siècle, de mettre l'homme au-dessus du reste, par rapport à la nature, et si possible à l'intérieur de l'homme aussi. Voilà, et pas tous les hommes en plus. Il faut qu'on combatte ces idées qu'il y a des sens de l'évolution et qu'il y a une hiérarchie, même si on essaye de donner des caractères à cette hiérarchie, comme par exemple la complexité, le contenu d'information, etc. Ce sont des notions
fabriqués a posteriori pour justifier une réalité. Et je pense qu'il faut fondamentalement combattre ces principes-là, qui sont en particulier à l'origine de tout ce qu'il a fallu justifier quand on justifiait l'esclavagisme, par exemple, au cours des siècles passés. L'art de l'évolution, c'est moins, je le disais, vertical, dans tous les sens. Un escargot peut très bien dire je suis la finalité de l'évolution, même titre qu'un exil, l'histoire du singe. C'est un drame parce que ça veut ancrer cette idée qu'il y a effectivement dans l'évolution une hiérarchie et qu'il y a du plus complexe, donc il y a quelque chose qui est au-dessus du reste. Non, ce n'est pas vrai. Il faut qu'on arrive à comprendre. Ils sont tous aussi improbables les uns que les autres. Et on peut très bien concevoir des évolutions autres. Et d'ailleurs, il y a des évolutions autres. C'est la diversité qu'on observe aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison de baptiser en démocratie. J'ai eu un débat avec un médecin particulier et il plus il y a une Même les choses qu'on ne croit pas évoluer, qu'on croit être une étape dépassée de l'évolution, continuent à évoluer. Je parle des minéraux, par exemple. Dans les météorites, 430 espèces identifiées sur Terre, 5000 à cause de l'oxydation, etc. Cédric Perras, son